Bonsoir à tous. Bienvenue dans Sciences Po, la première conférence organisée par le groupe Affaires publiques de Sciences Po cette année sur le thème donc, des entreprises, les entreprises face à la crise. Et on va essayer de se poser la question générale de savoir si on assiste à la fin d'une parenthèse, parce que c'est la parenthèse du Covid. On va commencer un peu plus tard que prévu pour essayer de laisser les retardataires du fait de la situation actuelle de la peut-être arriver, donc ils arriveront au cours, je pense. L'idée, c'est de débattre, de discuter pendant une petite heure, jusqu'à vers 20h30, et à l'issue de vers 20h30, un apéritif vous sera offert par Sciences Po Alumni. Donc, au fond de la pièce, ne vous inquiétez pas s'il y a quelques bruits parasites pendant la conférence. Donc déjà, un grand merci à nos 4 débatteurs, à nos 4 participants que je vais vous présenter, même si vous avez suivi notre communication sur les réseaux sociaux et par mail. Donc, d'abord, Claudia Cohen, journaliste économique au Figaro, et notamment spécialisée dans les techniques de restructuring, de défaillance et d'entreprises en restructuration. Carole Martinez, administrateur judiciaire du cabinet Deuxième et Associé. Donc, qui connaît évidemment, on n'a pas besoin de faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Maître Gilles Poder, avocat associé au très beau cabinet Alérion et spécialisé en restructuring ou en procédure collective. Et enfin, Arnaud Dupicaceres, associé, conseiller en communication, fondateur du cabinet de conseil en communication Grey Solis, et qui accompagne souvent les entreprises, ça il nous expliquera peut-être, dans leur communication quand elles sont confrontées à des difficultés économiques et des restructurations. Une question très ouverte pour commencer avec vous, peut-être, Claudia. Une question vraiment de l'économie, de prise de coût de l'économie presque macroéconomique. Depuis cet automne, on débat un peu dans la presse, un peu partout, pour savoir si la hausse des différentes entreprises qu'on observe depuis 2022 et qu'on continue d'observer début 2023 correspond en réalité à un retour, une sorte de retour à la normale par rapport à l'activité pré-Covid, donc avant 2020, ou bien si on va assister à quelque chose de beaucoup plus grave avec un nombre de défaillances plus important, hein. Parfois on voit la presse en début de semaine un tsunami des défaillances. Moi, je pencherai pour le retour à la normale des défaillances entreprises. On n'a pas de micro, mais je pense que plus la salle, ça va. Oui, je disais, je penserais pour un retour à la normale des défaillances d'entreprise qui s'explique par, on a eu 3 années quand même de politique publique très généreuse envers les entreprises qui, à mon sens, a été assez efficace parce que ça a permis de protéger une grosse partie du tissu économique français, donc les grosses entreprises et à côté tout l'écosystème des fournisseurs, des micro-entrepreneurs qui pouvaient travailler autour. Et là, ces derniers mois, fin 2022, début 2023, on voit qu'on revient sur des niveaux en fait, qui sont semblables à ce qu'on connaissait avant le Covid. Donc, je pense qu'on arrivera à fin 2023 avec des taux qui étaient similaires à ceux d'avant pandémie, c'est-à-dire autour de... alors, en moyenne, avant la pandémie, on était à peu près à 55 000 défaillances en moyenne. L'année 2019 était un petit peu moins importante, je crois que c'était 52 000, comme ça. Donc voilà, en propos d'introduction, je dirais qu'on assiste simplement à un retour à la normale. Il ne faut pas s'attendre à une explosion des défaillances, comme on peut lire dans la presse, qui est, je pense, très marquée par des dossiers d'entreprises qui sont très connus du grand public et qui représentent, à mon sens, un symbole pour les Français. Donc, on a l'impression que si ces grandes entreprises que tous les Français connaissent s'effondrent, forcément, tout va s'effondrer derrière. Mais on en parlera après, j'imagine. Il y a d'autres raisons, je pense, qui expliquent que certains grands noms dans le retail, notamment, s'effondrent aujourd'hui. Madame Carole Martinez, vous partagez le même constat? Alors, effectivement, nous, on se rend compte qu'on a eu une chute dans notre monde judiciaire. Nous, administrateurs judiciaires, on ne parle plus de redressement de sauvegarde, on ne parle pas de liquidation judiciaire parce que ce n'est pas notre métier. Donc, les 55 000, déjà, dont on parle, c'est 90% des liquidations judiciaires, le reste étant
et des redressements et des sauvegardes, donc permettre le cas échéant de suivre une activité économique. C'est important que vous ayez ça en tête parce que c'est déjà 55 000, ce n'est pas beaucoup à l'échelle de la France, mais les entreprises qui s'en sortent dans ces procédures judiciaires, elles sont très peu nombreuses en réalité. Le pourcentage doit être peut-être 10-15% de maintien de l'activité économique, le reste passant en liquidation judiciaire. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté un effondrement de l'activité judiciaire du tribunal de commerce. Entre 2020 et 2021, un peu moins 2022, ça a commencé à partir du second semestre 2022 à revenir à une activité un peu plus intense. Et là, sur les 2 premiers mois de l'année, on revient, ça c'est les stats qu'on nous a donnés à Paris et généralement en France, on revient au niveau janvier-février 2020, donc juste avant Covid. Et effectivement, pour l'instant, on n'a aucune déferlante particulière constatée sur ce début d'année. Je pense qu'il est un peu tôt pour se positionner sur pareil. L'édition, c'est compliqué. Maintenant, la période Covid est passée. Non, on va peut-être rentrer dans une autre période, qui est la période plutôt d'augmentation des taux et de tension sur les marchés. Il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui risquent de souffrir plus que d'autres. Je rejoins ce que dit. Donc voilà, ça va peut-être, on a eu plus sectoriel qu'une vague générale. Maître Baudard, parce que quand même, il y a quelque chose qui a changé à la fin de cette période Covid. Il y avait quand même la guerre en Ukraine et une implication qu'elle a eue, notamment économique, sur l'inflation, sur le prix de l'énergie. Est-ce que cela ne peut-être pas quand même en faveur d'une hausse un peu plus soutenue, plus qu'un simple retour à la normale? Oui, alors effectivement, moi je suis peut-être quand même un peu moins optimiste que Claudia, parce que, alors après, c'est effectivement, Carole l'a dit, c'est toujours difficile de faire des prévisions, et concrètement, le tsunami, ça fait 3 ans qu'on l'annonce, hein, le tsunami, et personne n'a jamais vu venir, au contraire. Hein, donc, il faut toujours être prudent, mais. Parce qu'il y a eu un tsunami d'aide. Oui, exactement. Ah ben non, là, effectivement, ça aurait été cataclysmique. Hein, mais, donc, heureusement, effectivement, qu'on a réussi à geler un petit peu la situation. Mais à l'heure actuelle, on est effectivement, je pense qu'on a déjà quand même rattrapé la situation de 2019, enfin presque. Hein, on n'est pas encore exactement à 2019 en termes de nombre de procédures collectives. J'avais regardé un petit peu les chiffres. On est à peu près des chiffres qui sont 17% inférieurs à ceux de 2019, en 2022 en tout cas. Mais pour autant, quand on regarde, j'ai trouvé un autre indicateur qui est assez intéressant parce que ceux des procédures collectives, le nombre de procédures collectives, c'est quand même assez faussé parce qu'on ne peut pas compter un pour une entreprise avec 1 personne et un pour une entreprise qui a 200 salariés. Donc, j'ai trouvé une statistique sur en 2022, le nombre d'emplois menacés par les défaillances et procédures de sauvegarde. Et là, on voit qu'en 2022, on est grosso modo déjà quand même au niveau de 2019 avec 193 000 salariés. Donc, ça veut déjà dire quand même qu'on est à un niveau assez… déjà, le retour à la normale, il y a peut-être déjà eu lieu. Et il y a un autre indicateur qui est intéressant, mais qui est moins visible, c'est celui des procédures amiables. Et là, en 2022, on a eu quand même un nombre de procédures amiables qui a été significatif. Parce que, notamment, il y a eu une problématique de renégociation des PGE. Et là, on a… Alors, c'est le tribunal de commerce de Paris, mais quand on regarde Paris en 2022, c'est 404 procédures amiables ouvertes. Or, en 2019, c'était 281. Donc là, pour le coup, en 2022, on est déjà au-dessus de la normale, en tout cas sur les procédures amiables. Et ça peut être déjà peut-être un signe avant-coureur d'une augmentation. Alors, tsunami, j'en sais rien, mais peut-être une augmentation déjà. Voilà. Plus forte qu'avant le Covid. Possiblement, oui, parce qu'en plus, il ne faut pas se voiler la face, on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont très, très fragilisées à l'heure actuelle. On va y revenir, je pense, mais avec un fardeau de la dette qui est là. Une période où elles ont différé les investissements. Donc, la question se pose, beaucoup de clients viennent nous voir avec un niveau de dette qui est plus supportable et qu'il faut traiter. Alors, de préférence à l'amiable, mais à un moment, la procédure amiable ne peut pas tout résoudre non plus. Et donc, le risque d'avoir quand même une augmentation significative des procédures collectives, pour moi, il existe. Monsieur Dupuis-Casteres.
savant en la matière. Il y a 2 témoignages de 3 mois. Il y a 2 ans qu'on parlait en dernier, donc tu vois, on remarque sur ce qui a été dit précédemment. 2 témoignages. D'abord, le 16 mars 2020, comme tu parles, c'est chef d'entreprise, qui a une 50aine de salariés qui voient que les autorités ont fermé le pays, donc ils vont lockdown, ça a été dit. Et donc, il panique quand même un peu parce qu'il y a un événement extérieur qui n'est pas à sa main, sur lequel il ne peut rien faire. Et je pense qu'on a parlé à ce moment-là avec beaucoup d'autres chefs d'entreprise, en tout cas de votre secteur, un sentiment d'impuissance et surtout un peu un sentiment d'effroi. On allait s'arrêter, on allait s'effondrer. Ça n'a pas eu lieu, comme vous le savez. Et donc, un deuxième témoignage, en tant que conseil, nous travaillons avec des entreprises, beaucoup d'entreprises, effectivement, elles-mêmes véhiculent, rapportent le propos de l'ère du temps, qui est que depuis un an et demi, on dit le trimestre prochain, tout va s'arrêter. Et ça va être l'effondrement, le tsunami des faillites. Je vous rappelle que le tsunami des faillites est annoncé pour 2021. Nous sommes en 2023 et on se pose la question de savoir s'il va arriver. Donc, il faut quand même avoir cette mise en perspective à l'esprit. Alors, le témoignage sur aujourd'hui, c'est que nous, dans notre métier de conseil, on ne travaille pas avec les entreprises qui sont confrontées aux procédures que vous connaissez. Et ce ne sont pas des entreprises de moins de 10 salariés qui sont très majoritaires, voire essentielles. Ce sont des très grandes entreprises et ces très grandes entreprises vont bien. D'ailleurs, hier, nous avions la 40e entreprise du CAC 40, donc on peut faire l'addition des résultats de 2022 maintenant et on voit bien qu'on a une année tout à fait exceptionnelle qui est un peu moins forte que l'année dernière, mais pour des raisons comptables liées à la session de l'innovation de Paris 2020 qui a fait un résultat exceptionnel, comme tu allais dire. Et donc, on a des entreprises du CAC 40 qui font 154 milliards de résultats. Et donc, c'est invraisemblable comme chiffre par rapport à tout simplement ce qu'on avait il y a 5-6 ans. On va parler de la période avant le Covid. Donc, ces entreprises vont très, très bien. Donc, nous, on n'a jamais eu aussi peu de dossiers liés à la problème de restructuration, de PSE, de downsizing, excusez-moi pour l'anglicisme, de rétrécissement des effectifs ou de fermeture de sites industriels. Dieu sait qu'il y en a eu au cours des 20 dernières années, il y en a eu des brutaux, il y en a eu des massifs, il y en a eu qui ont fait la une de l'actualité, et ces derniers jours, vous avez peu entendu parler de ces sujets-là. Il y en a même eu qui ont été violents, puisqu'on a un peu oublié qu'il y a eu une époque où, alors là, c'est pas moi qui utilise le mot, c'était la presse qui parlait de boss napping. Donc, pas de kidnapping, mais de boss napping, puisque dans les années 2009, je dirais 2008-2009, il y a eu beaucoup de séquestration des dirigeants d'entreprise dans le cadre de restructuration. Et ça, on n'a pas du tout ça aujourd'hui. On a oublié cette violence des restructurations de l'époque. J'ai 3 remarques. Oui, la France a beaucoup soutenu ces entreprises, pas pour les entreprises d'ailleurs, mais pour les emplois et pour les salariés, dans le fond. Mais si on l'a fait, c'est parce qu'on a beaucoup fermé. Alors, je sais que je vais peut-être provoquer, parce que depuis 3 ans, et je fais ça surprend, mais la France est quand même un des pays qui a le plus fermé au monde ses activités, celle de tout le monde, les îles, le droit de sortir, on peut rappeler quand même l'autorisation à plus d'1 kilomètre sur toute la France. On me dit qu'il y a d'autres pays qui le font, il y a d'autres pays qui le font, on n'est pas le seul. Enfin, même l'Italie, au mois de mars 2020, ne ferme que certaines régions du sud ne sont pas fermées. La Chine fermée de provinces, mais pas toutes les provinces. La France est fermée tous les départements. Historique à la France et très particulière à la France. On n'aurait jamais pu imaginer fermer le Var, la Savoie et l'Oise, qui sont les 3 départements français dans les cas, et n'ont pas fermé les Landes et la Corse. C'est un peu de révolution, alors que là, on a fermé tout le monde et tout le monde s'est sagement lié à cela. C'est quand même parce qu'on a beaucoup fermé qu'on a beaucoup aidé. Parce que je ne connais pas le détail de tous les pays, mais je ne suis pas sûr que l'Allemagne n'a pas fermé autant que nous. C'est la liberté de mouvement, de commerce, la fermeture des références, ça a été fait au même moment, dans des plages de temps beaucoup moindres. Et d'ailleurs, 3 ans après, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le déficit et la dette de l'État sur le PIB, et on voit que l'Allemagne est à peu près dans le même eaux en 2022 que l'Allemagne était en 2019, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la France sur le niveau d'endettement. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un certain nombre de pays qui ont plus fermé, qui du coup ont dû beaucoup aider.
deuxième chose, c'est que la France, habituée à se regarder dans les frontières de l'Hexagone, n'a pas totalement vu le mouvement massif de mondialisation. Et donc, si mes clients, qui sont de grandes entreprises, vont très très bien, c'est aussi beaucoup parce que une grande partie de leur activité ou de leur revenu se fait à l'international. Et là, on voit bien qu'il y a ce clivage qui existe depuis très longtemps dans le pays, où un certain nombre de petites entreprises locales, de commerces, de restaurants, ou de travailleurs quasiment unipersonnels ont pu souffrir et vont probablement souffrir. Un peu Gilles sur cette analyse-là. Je ne sais pas s'il y aura un tsunami, mais il y a quand même une période difficile qui s'annonce. Et ce sont des entreprises très locales, des entreprises très internationales, parce que dans un monde très mondialisé, très international, parce qu'on veut bien qu'on parle de souveraineté, mais enfin quand même, ces entreprises-là se portent bien. Troisième remarque, c'est l'actualité. Guillaume l'a fait mention, c'est qu'il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, et puis il y a les actualités du moment, puis finalement, pour savoir s'il y a un tsunami, c'est moins les conséquences du Covid que les conséquences de ce qui se passe maintenant et de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Et là, on est dans la projection et la perspective et c'est un peu compliqué. Mais la guerre en Ukraine est un élément très intéressant parce qu'on a eu un peu cette anxiété, cette autre éco-anxiété, c'est-à-dire cette anxiété de l'économie qui s'effondre au moment de la guerre en Ukraine parce que des restrictions, parce que parce que tout ceci. On rappelle qu'on parlait aussi de famine dans les pays du Maghreb, en Afrique, qui étaient dépendants du blé ukrainien ou russe qui ne pouvaient plus parvenir. On est passé d'été, personne n'a entendu parler de famine, je ne sais pas si je ne crois pas, parce que si elle avait dit, on n'a pas entendu parler. Mais le commerce mondial a repris parce que le monde est plus mondialisé, on veut bien le voir au début de Paris. Parce que quand les frontières sont fermées entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, eh bien, le gaz, le pétrole part de l'autre côté, acheté par les Chinois qui ne l'achètent plus à d'autres zones, qui nous permettent, nous, d'en acheter, et que cette rotation, cette circularité du monde des affaires fait qu'en fait, il y a une forme de résilience. Donc, très long commentaire, c'est que les grandes entreprises devront passer largement à travers les vies, et les petits, les fragiles et les locaux risquent de souffrir. Oui. Oui, sur ce que disait Gilles, ce qui était très intéressant, c'était sur les procédures de prévention. Donc, c'est la conciliation et le mandat ad hoc. À l'échelle française, elles ont été un petit peu inférieures à 7 000, ce qui est un bond de plus de 25% par rapport aux années précédentes, à chaque fois. Ce qui est quand même une bonne chose, parce que c'est à mettre en parallèle avec les procédures de défaillance, ce qui montre que quand même, il y a une certaine responsabilisation des chefs d'entreprise à aller franchir la porte du tribunal avant d'être en cessation de paiement et avant que les problèmes vraiment commencent. Donc, je pense que ça explique aussi le fait que ces derniers mois, il y a eu une baisse des redressements et pour aller plus loin des liquidations parce que les chefs d'entreprise ont pris leurs problèmes à bras-le-corps avant. C'est intéressant. Et le deuxième élément à voir, c'est les radiations d'entreprise. Donc ça, c'est au niveau des greffiers qu'on peut avoir des chiffres qui ont doublé par rapport de 2022 par rapport à 2021, ça a doublé. Ce qui montre en fait que naturellement, les entreprises, et là, souvent les radiations, ça va être les micro-entrepreneurs, donc celles qui vont employer une personne, au maximum 2 ou 3, sont allées d'elles-mêmes cesser leur activité. Donc, quand on met ensemble les chiffres des défaillances plus le chiffre des radiations, en fait, on est sur un total qui est beaucoup plus important que ce qu'on connaissait avant le Covid. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est intéressant évidemment de parler de défaillances, mais l'analyse n'est pas complète si on ne prend que ces chiffres. Voilà, donc c'était les deux observations. Du coup, pour rebondir sur les dernières remarques, la réponse très circonstanciée d'Arnaud Pécresse, on est là ce soir à Sciences Po, une conférence organisée par le groupe d'affaires publiques. Peut-être un petit focus de notre part serait vraiment intéressant sur ce que l'action publique a pu faire pendant cette longue et très étrange période, parce que c'est bien passé, je parle là sur notre contrôle inédite. Comment l'action publique a été menée, notamment de la part de l'État et de Bercy, ce qu'on a une administration qu'on ne connaissait pas, qu'on a découverte à l'occasion de cette crise qui est menée en Syrie, enfin, un peu plus dans le grand public, hein,
j'espère que vous le connaissiez. Donc, d'avoir notre regard sur le jugement sur cette action publique, son résultat, on voit que parfois elle a eu un effet positif, c'est peut-être de limiter la casse, mais aussi d'avoir des effets secondaires plus pervers, que sont ce qu'on appelle les entreprises de zombies ou des effets distortifs, enfin, voilà, des concurrences. Et puis surtout, question plus actuelle et peut-être plus intéressante, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, puisque quand même, à un moment donné, ce robinet, le dev, il va falloir le faire. Donc peut-être commencer par Marie-Agnès. Alors, donc déjà, le CIRI, c'est quoi? C'est le comité interministériel de la coopération industrielle, que vous connaissez. On est sur des entreprises de plus de 400 salariés. Alors, à la fois, c'est peu, mais à la fois, c'est beaucoup, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça en France. Donc, on a un tissu très, très éclaté par rapport à d'autres pays, notamment donc, ce petit groupe d'hommes et de femmes qui sont directement rattachés à Merci. L'action de ces gens-là, c'est faire un peu la courroie de transmission. Il y a deux éléments. Un, il y a plusieurs actions publiques. Je vais essayer de les synthétiser. Première action publique, il n'y a rien à voir avec le CIRI, c'est les créanciers publics que sont l'URSSAF et le fisc. Ça, c'est important parce que c'est quand même, je pense, dans la vie de l'URSSAF, la première fois, il faut faire la dernière, l'URSSAF n'a plus encaissé de cotisation. Non seulement elle n'a plus encaissé de cotisation, il y a eu des reports automatiques. Son activité de sabre, l'URSSAF disait surtout vous ne payez pas. C'est surréaliste. J'allais un peu trop vite. Donc déjà, c'était la sidération. Surtout vous ne payez pas. Évidemment. On te dit tu ne payes pas, 99,9% des gens, je ne paye pas. C'est normal. Réflexe. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc ça, c'est une masse d'argent qui est inimaginable. Alors ça, ce phénomène s'est arrêté. Il s'est arrêté, mais il a été long, parce que cette période a finalement été très longue, d'incertitude de je réouvre, je referme, etc. Tout ça, on était un peu... Donc ça a bien dû prendre une bonne année et demie, et rattraper le non-recouvrement des cotisations à payer, plus le système qui s'est bloqué parce qu'on ne faisait plus payer les gens. Il y a, je pense, une totale désorganisation de l'URSSAF. Ils vont mettre 2, 3, peut-être 4 ans à récupérer la totalité des données et de faire payer tout le monde. Donc ça, c'est déjà un événement totalement exceptionnel. Ensuite, l'État, il a joué deux rôles. Un rôle de garant, la garantie des prêts octroyés par le monde bancaire. Et puis ensuite, l'État fait des prêts en direct. Voilà, toute la problématique dont on t'explique toujours que tu as toujours une bonne raison ou de le faire ou pas de le faire, et toujours pour les mêmes raisons. Parce que l'Europe, ça dépend quel dossier, quoi. On s'arrange avec la législation européenne. Donc, l'État n'a pas le droit d'aider en direct les entreprises concurrentes. Ça n'a pas vraiment. Il y a toujours des exceptions pour que l'État puisse intervenir directement en tant que banquier direct ou au travers de la BPI, qui est le bras armé, ou par des prêts ou par des garanties données au système bancaire, et puis tous les créanciers publics. La TVA et les URSSAF, c'est des masses d'argent, aucune idée de ce que ça peut représenter, mais c'est colossal. C'est sans doute beaucoup plus que les PGE. C'est toute la France. Du micro-entrepreneur à la coupe. Donc l'État a mis à une masse d'argent totalement surréaliste et dont le recouvrement aujourd'hui n'est pas terminé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un phénomène, il y a un phénomène de durcissement de la position des créanciers publics, l'URSSAF et le fisc, et donc une propension à
à mettre le frein à main à toutes les demandes d'exonération, de moratoire, d'étalement, etc., qui est de plus en plus raide. Alors ça dépend, alors là aussi c'est un problématique de région. Si tu tombes dans telle région, tu es mieux traité, si tu tombes dans telle autre région, tu es moins bien traité. Ça est un peu aussi la géométrie variable. Donc voilà, donc l'argent de l'État à ce moment-là a été colossal. Colossal. Et on oublie souvent les cotisations sociales qui sont évidemment. Vous avez même dit TVA. TVA, ça n'appartient pas. Ah, mais monsieur, mais ça appartient à qui? Vous savez, ça appartient, vous ne la payez pas, vous ne la payez pas. Hein. On vous dit toujours que c'est neutre. Oui, mais sauf quand tu dois la sortir en trésorerie, c'est pas neutre. Oui, mais si on a vendu, si on a avec la TVA. Et pourtant, la TVA est un vrai sujet dans nos dossiers. Bien sûr. En fait, c'est le principal impôt, donc voilà. Donc forcément, ce sont des impôts sur lesquels on ne peut pas avoir de remise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'abandon de créance de la TVA, ça c'est impossible, pour des raisons là pour le coup de législation, mais tous les autres utilisations et autres impôts peuvent être Je vais dire qu'on les gens ont été payés. Ils ont été payés, bien entendu, il y a eu un transfert. Alors, est-ce que c'est l'État directement ou est-ce qu'on est passé par les entreprises? On a Les entreprises n'ont pas cotisé. Oui, mais elles ont payé leurs salariés. Oui. C'est elles qui les ont payés ou c'est passé par l'État? Ah non, c'est les entreprises. Elles n'ont pas payé. Le Diacoën, peut-être sur l'action publique, votre regard sur les données manipulées et ce qui risque de nous attendre, parce que pour être encore en mesure de faire l'État et Bercy ce retour à la normale. Il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faut bien distinguer les grandes entreprises des petites. Par exemple, au niveau du CIELI, les entreprises de plus de 400 salariés, moi, j'avais fait une enquête pour mon journal expliquant que, en fait, vous avez pas mal de grosses entreprises assez syndicales qui négocient avec Bercy ce qu'on appelle des abandons partiels de leur PGE, c'est-à-dire elles négocient d'effacer une partie de leur dette. C'est quand même un avantage parce que vous pouvez derrière vous refinancer plus rapidement. Par exemple, ce qui se passe sur certains gros dossiers, c'est que vous avez des fonds d'investissement en haute qui arrivent dans une entreprise et qui disent bon, bah, OK, nous, on est OK pour vous mettre au pot, mais par contre, vous effacez une partie de la dette. Et ça, tous ces dossiers passent par Bercy et il faut une validation de Bercy. Donc, en soi, on est quand même sur, même si il y a une perte encaissée pour l'État, on est encore une fois dans une continuité d'accompagnement sur ça. Ensuite, je pense qu'il est assez intéressant, c'est sur les PGE. Alors évidemment, il y a l'URSSAF et il y a d'autres choses, mais les PGE, ça représente quand même le gros. Il y a eu 146 milliards d'euros prêtés à plus de 700 000 entreprises en France, donc c'est beaucoup d'argent. Et en fait, le phénomène qu'on voit qui est assez parlant à mon sens, c'est ce qu'on appelle l'endettement de précaution. C'est-à-dire qu'à fin 2022, vous aviez un tiers de cet argent qui, entre guillemets, dormait encore sur les comptes bancaires des entreprises. Donc, je pense qu'on peut anticiper, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez justement dit, les entreprises qui sont confrontées à l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, à la hausse des taux d'intérêt et toutes sortes de problèmes, je pense qu'il y en a une partie d'entre elles qui vont arriver à résister en se servant en fait, de l'argent qui leur avait été prêté via les PGE cette année. Je pense, du coup, limiter un peu la casse. Ensuite, par rapport à l'action publique aujourd'hui, alors déjà, il y a quand même des prêts encore. Il y a le PGE Résilience qui est encore accordé ces dernières semaines. Donc, il y a un accompagnement toujours de l'État. Et puis, il y a également, on voit sur tout ce qui est les artisans, les boulangers, toutes ces professions qui sont les plus impactées en fait, par la hausse des prix de l'énergie. Il y a une action du gouvernement pour limiter les prix. Et ce que je pense, c'est que, sans vouloir optimiste, je pense que ce n'est pas là le débat avec optimiste ou pessimiste, mais je pense que quand même, on est sur une histoire qui est économique, mais qui est quand même assez politique, dans laquelle l'État a dépensé énormément d'argent. Ça, on l'a dit. Je pense que jusqu'au bout,
cette année en tout cas et dans les prochains mois, l'État fera en sorte que, à la fin de cette année, on n'ait pas un chiffre vraiment d'explosion des défaillances, parce que ce qui voudrait dire en fait que les politiques publiques n'ont pas marché. Donc je pense par n'importe quel moyen, l'État continuera encore d'accompagner ces entreprises sous différentes formes. On est d'accord que l'État a dépensé de l'argent, mais est-ce qu'il a quand même plutôt bien dépensé? Alors, là où est-ce qu'il y a eu vraiment des erreurs il y a aussi, au-delà des sommes d'argent prêtées, est-ce que les mécanismes qui ont été de forme de mécanismes, même au niveau de la justice, comment ça c'est une question pour notre auteur, mais aussi pour vous, Carole, est-ce que tout cela a relativement bien fonctionné? Je pense qu'il n'y a pas le choix, en fait. Vous, par exemple, dans le cas de ce que vous avez une affaire à l'État, aussi pour accompagner vos clients, justement, comment cela s'est passé? Quel est vraiment je pense que franchement, Carole l'a indiqué, l'effort a été colossal et en fait, c'est une réaction naturelle et je ne vois pas trop ce que pouvait faire d'autre. C'est déjà gérer l'urgence et préserver les entreprises pendant cette période-là. Mais c'est vrai que, et donc il y a eu effectivement toutes les mesures qu'a évoquées Carole, les PGE, il y a aussi eu le chômage partiel qui a été quand même très utile. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de mesures. Alors, il y a aussi des mesures législatives, d'ailleurs, qui ont été mises en œuvre. Il y a eu, du point de vue de l'avocat, cette fois, on a eu des procédures de conciliation qui sont des procédures amiables, qu'on évoquait tout à l'heure, confidentielles, qui pouvaient durer 10 mois. On a eu la possibilité d'imposer des délais de paiement aux créanciers sur de simples requêtes. Et on a eu la possibilité aussi d'empêcher les bailleurs de recouvrer les loyers pendant toute une période. Et donc, tout ça, ça a été gérer l'urgence. Mais l'effet pervers qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça aboutit à faire gonfler un niveau de dette. Et maintenant, il faut traiter la dette. Voilà la question. Et donc, là, sur les solutions, est-ce que il y a beaucoup de cas dans lesquels, tout simplement, elle ne peut pas être remboursée. Donc, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, on trouve un accord pour réduire cette dette à l'amiable. Alors, la plupart du temps, les PGE, quand même, moi, je vois, les abandons de PGE, c'est quand même exceptionnel. Donc, les PGE, on va plutôt partir sur un réétalement, souvent, voilà, passer de 6 ans à 10 ans. Ça a été repoussé maintes fois, là maintenant à l'instant T, ils sont remboursables selon l'échéancier. Alors, au début, c'était les remboursements devaient commencer 1 an après la souscription. Après, on est passé à 2 ans. Et donc, il y a beaucoup de ça a été le cas, c'est le cas. Donc, il y a beaucoup de PGE dont les premières échéances ont dû être payées à partir de mi-2022, deuxième semestre 2022. D'où d'ailleurs la multiplication des procédures amiables pour renégocier ces PGE. Et donc, on arrive à négocier des réétalements jusqu'à, grosso modo 10 ans. C'est rien d'automatique. Attention, il ne faut pas croire que c'est parce que c'est du PGE que les banques vont être très conciliantes. Il faut quand même justifier pourquoi, leur donner garantie, etc. Mais bon, en tout cas, on peut négocier des réétalements de PGE, il n'y a pas que les PGE non plus à traiter. Il y a aussi, alors peut-être les charges sociales, effectivement, comme dit Carole, mais il y a aussi des loyers, parce que du point de vue des loyers, on a repoussé les dettes aussi, mais on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui n'est pas favorable aux locataires. Tous les fondements juridiques que les avocats de locataires ont essayé de trouver, force majeure, perte de la chose louée, etc., ça a été écarté par la Cour de cassation. Donc, les loyers doivent être payés aussi, sauf à négocier effectivement une solution. Je pense que c'était des mesures qui étaient incontournables, mais qui, effectivement, créent des difficultés aujourd'hui qu'il va falloir solutionner. Alors, moi, je n'ai pas forcément malheureusement de solution miracle. Je pense que la dette PGE, oui, peut-être qu'il faut trouver un moyen de la convertir en quelque chose de peut-être un instrument subordonné, j'en sais rien, trouver un moyen de l'écoutiser, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas pouvoir survivre avec cette dette. Ça a été le cas sur un seul dossier pour l'instant qui est à vacances. Là, la dette a été convertie
partie en capital. Et en fait, l'État est actionnaire à travers ce qu'on appelle une fiducie. Mais justement, c'est une situation que l'État peut éviter. En fait, ça n'a aucun intérêt pour les banques, pour l'État de transformer la dette en équité. Donc, encore une fois, je pense qu'il va y avoir certainement, bien sûr, de la casse, mais il va aussi y avoir des solutions qui vont être trouvées dans l'intérêt aussi des banques aussi, en fait. Finalement, est-ce que c'est pas mieux d'étaler au plus possible le remboursement si au final vous allez être payé, ou si on dit bah non, l'entreprise, oui voilà, c'est un défaut. Donc, voilà. Oui, bah ça c'est un petit peu le jeu classique en fait. C'est soit effectivement on trouve un accord et on trouve un accord à l'amiable, soit sinon bah, c'est redressement judiciaire et sous l'égide de maître Carole Martinez, plan de cession. Et là pour le coup, bah, les banques traditionnellement elles ne vont pas recevoir beaucoup, je crois. Donc, vous avez bien en tête un PGE, c'est 6 ans, 2 ans de franchise, 4 ans. Régime normal, on va dire, dans le cadre uniquement d'une procédure de prévention, c'est-à-dire en conciliation, uniquement. C'est le législateur qui a décidé ça. Les entreprises peuvent obtenir 4 ans de plus. C'est pour ça que Gilles dit 10 ans. En fait, c'est pas 10 ans de plus que les 6 ans, c'est pas 16 ans, c'est 10 ans en tout. À partir de. Donc, à la fois, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas énorme non plus. Ce d'autant. Vous n'avez pas échappé que le taux d'intérêt avait légèrement augmenté. Donc, les PGE de 2020 qui étaient à 0,70, 0,15, 0,20, 0,50, maintenant, comme les banques ont une obligation d'État de faire ces prêts à prix coûtant pour eux, le coût de leur refinancement à elles, eh bien, le coût de refinancement d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Et donc, aujourd'hui, même si on s'appelle BNP, le coût de refinancement, il est entre 4,20 et 4,50. Donc, quand vous allez demander un réétalement, votre PGE à 0,50 sur 6 ans, donc 4 ans d'amortissement, si vous voulez le mettre sur 10 ans, déjà, il faut la blanche, ça, c'est compliqué, mais enfin, bon, bien. Mais en plus, sur les 10 ans, vous allez lui taper un taux à 4,50. C'est pas neutre. Alors, c'est figé au moment de l'avenant, c'est-à-dire que ça ne monte pas, ce sont des taux fixes quand même. C'est au moment de la signature de l'avenant, c'est le taux de refinancement de la banque. Ça, c'est quand même énorme. Arnaud, t'intéresses sur l'action publique. Regarde, les effets pervers, on n'a pas trop insisté. On n'enlèvera pas de l'esprit que c'était trop, mais parce que c'est le privilège exorbitant de l'État français. Donc, il y a le privilège exorbitant bien connu et unique jusqu'à présent, qui était celui de la réserve fédérale américaine, parce que le dollar et parce que l'État dominicain. Et maintenant, il y a le privilège exorbitant de l'État français qui peut tout fermer et donc tout financer. Donc, je continue de penser que c'était faux. Maintenant, le PGE est un système très malin, très intelligent, et ça va poser des problèmes, et ça va se révéler être un nœud puissant pour certains, mais qui globalement était comme une super moderne, qui a la vacances qui était quand même déjà fragile, déjà mal gérée, déjà pas bien en fond, une boîte qui n'avait pas préparé sa succession, avec un actionnaire qui ne voulait pas sortir, qui ne voulait pas faire les investissements qu'il fallait. Donc la boîte n'allait pas bien, et évidemment, ce dispositif n'a pas réussi à sauver le maux structurel de la société. Donc, le deuxième point, pourquoi je pense que c'est faux, c'est parce que là, on parle de PGE Covid, mais je suis oublié d'évoquer une seule fois dans cet échange le fait que depuis, l'État a subventionné beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le Covid. Donc, voilà, l'essence augmente, bien, on fait un chèque essence, le diesel augmente, on fait un chèque diesel, l'industrie du fruit ne va pas bien, c'est pas à cause du Covid que l'industrie du fruit ne va pas bien. Donc, on va aider l'industrie du fruit et des légumes français, et puis il faut faire le chèque 100 € pour autre chose. Enfin, donc, voilà, donc il y a un économiste qui s'appelle Jean-Marc Daniel qui avait inventé le Macron. Le Macron représentait 17 milliards, et c'était des plans d'aide sectoriels à coût de, il avait estimé que c'était à peu près généralement de 17 milliards. Donc il s'agissait, ce n'est pas les conséquences uniquement du Covid, loin s'en faut. Donc le problème, c'est qu'on a habitué, on prend une sorte d'habitude qui fait qu'à chaque fois qu'une entité, qu'elle soit entreprise ou consommateur, citoyen, individu particulier, rencontre une difficulté à cause
élément exogène, eh bien, il faut mettre la main à la poche et aider. Donc, voilà, donc je pense que le seul critère à regarder, c'est le taux d'endettement sur PIB de l'Allemagne, comparons-nous à nos voisins et à nos comparables. Alors, les comparables, je veux dire, la Suisse, c'est pas que c'est comparable en termes d'échelle de population, on peut regarder, on peut même regarder l'Italie. Nous avons une dette sur PIB qui a augmenté de 25% sur les 2 dernières années. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas de l'Italie. Il était déjà plus aujourd'hui, il n'y a pas augmenté de ces proportions-là. Donc voilà, donc il y a quand même une proportion de l'État français qui s'est révélée être une tendance naturelle et historique, et qui s'est révélée exorbitante au moment du Covid. Merci beaucoup. Alors, ma dernière question, vraiment, est une question de bilan, et après je laisserai la parole au public. On va donc retrouver un niveau équivalent à celui d'avant Covid, 2020. Est-ce que les entreprises qui vont connaître ça, qui n'avaient pas connu de difficultés avant cette période, vont avoir face à eux un nouveau paysage? Est-ce que les règles pour les entreprises, les futures entreprises, vont être de nouvelles règles du jeu? Des règles plutôt juridiques, donc là, ma question va plutôt pour nos 2 maîtres, juridique et comptable, et peut-être plus théorique, mais tout aussi intéressant pour Claudia et Arnaud. Est-ce que les règles du jeu médiatico-réputationnel ont changé? Donc, je m'explique pour la partie juridique, on a entendu parler, donc bon, il y a eu ces dispositifs, ça c'est beaucoup de revenir, mais il y a eu des évolutions aussi entre-temps. On a entendu parler d'une directive européenne pour l'harmonisation, elle nous en dira un mot. On a eu aussi les ordonnances de 2020, mais peut-être qui d'ailleurs ne sont plus en vigueur en motivé. Mais qu'est-ce qu'on peut envisager d'ailleurs pour l'avenir en termes de nouvelles ordonnances, de nouvelles législations, mais surtout cette question de cette directive est déterminante selon moi. Et puis pour ce qui est le jeu médiatique, je m'explique un peu, est-ce que du fait de la médiatisation plus grande de la figure du patron, de l'actionnaire aussi, de ce qu'on appelle aussi des fonds d'investissement, des entreprises de manière générale, puisque ce sont des lieux de socialisation et de vie très importants dans la vie des Français. Est-ce qu'on n'assiste pas à une recrudescence de l'intérêt des médias? Et ça, vous serez mieux placé pour nous le dire, sur ces sujets-là. Et notamment, là, on a, depuis, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des affaires qui font parler d'elles, des dirigeants qui font parler d'eux. Les plaintes, par exemple, pénales qui peuvent être déposées dans ce genre d'affaires sur fonds de restructuring sont de plus en plus médiatisées. Donc, elles sont révélées par des médias qui, normalement, révèlent de grands scandales comme Libération, Mediapart, etc. On voit peut-être un intérêt croissant. Vous voulez avoir votre point de vue sur ça? On va peut-être commencer par le juridique, par vous, maître. Alors, du point de vue juridique, c'est vrai qu'on a un paysage qui a évolué et c'est un peu paradoxal parce que j'évoquais tout à l'heure, on a eu pendant la période Covid des mesures qui étaient pro-débiteurs pour protéger les débiteurs avec cette possibilité d'obtenir des délais de grâce sur requête. C'était très pratique, ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et puis, toute une série d'autres mesures. Mais en même temps, on a un autre facteur qui rentre en jeu, c'est qu'on a une directive européenne qui a été transposée en France et qui est justement en 2021 et qui, elle, est plutôt pro-créancier. En fait. Alors, et c'est ça, c'est assez paradoxal parce que pour le coup, on sort de la période Covid et les mesures protectrices des débiteurs, grosso modo, elles ont disparu, la plupart. Voilà. Et maintenant, on se retrouve avec ce nouveau système. Alors, je relativise parce que c'est vrai qu'il va s'appliquer surtout aux sociétés d'une certaine taille. Il y a des seuils, 250 salariés, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais dès lors qu'on rentre que ces seuils sont atteints, on rentre dans un schéma qui est très inspiré du droit américain, du Chapter 11, avec vraiment un respect de la seniorité des créanciers sur les actionnaires, alors que traditionnellement, ce n'est pas l'approche qu'on a en France. On a une approche qui est vraiment centrée sur la préservation de l'entreprise et les créanciers, ils passent après. Là, on est sur ces approches-là avec des rangs très bien déterminés, avec des systèmes techniques qu'on appelle les classes de parties affectées, mais qui vont donner vraiment un poids important au vote des créanciers. Et on ne va pas pouvoir arriver à faire passer un plan de restructuration des dettes
sans l'accord, en tout cas, d'une partie significative des créanciers. Je ne dis pas tous, hein, parce qu'on peut imposer une solution à des créanciers récalcitrants, mais il faut quand même arriver à un certain consensus avec des créanciers. Et avant, on avait un schéma qui était assez simple hein, pour tordre le bras aux créanciers, s'il le fallait. Alors, je ne dis pas que ça fonctionnait toujours, parce que ce n'est pas idéal, mais on avait le fameux plan imposé sur 10 ans, qui a été utilisé par exemple dans le dossier Rallye, hein, voilà, même dans des gros dossiers. Donc, hein, Cœur Défense, il y a eu avant, etc. Et donc, cet outil-là, pour des entreprises d'une certaine taille, il ne va plus exister. Et ça change quand même le paysage français et ça change aussi la dynamique des négociations, je pense, y compris dans les procédures amiables qui sont avant l'ouverture de procédures collectives. Du point de vue droit, donc, cette directive, si vous voulez la résumer, la transposition de directive, du coup, en quelques mots, c'est vraiment une meilleure protection des droits des créanciers. Exactement, c'est ça. Ouais, d'accord. Oui. Bon, encore une fois, fondamentalement, c'est maintenant, comme on est obligé d'aller vers le sens d'un droit européen qui est assez différent du droit français, parce qu'on est un peu tout seul au monde, hein, comme d'habitude. Hein, même en switch. Voilà. Donc, mais alors, donc, on y va par touche. Alors, on y va, là, on a fait une espèce de pas. Enfin, tout est un peu compliqué parce qu'à la fois, c'est toujours la préservation de l'emploi en France. Et c'est vrai que cette procédure va nous obliger aussi à raisonner un peu différemment, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, et d'essayer de faire des plans équilibrés entre les intérêts des créanciers et l'intérêt de l'entreprise. Toujours la vaste question. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a eu un dossier de classe de partie affectée, mais il y avait 3 créanciers. Donc, il va y avoir certainement quelques-uns qui vont arriver rapidement maintenant, en tout cas sur 2023. Donc on se fait un peu la main sur ces sujets-là. Mais... Cette législation, d'un point de vue pratique et précis, c'est par une loi, un décret, ouais. Une loi. Ça a modifié le livre 6 du Code de commerce. Ouais. Livre 6 du Code. Arnaud du PCSTRS, est-ce que les règles du jeu médiatiques et réputationnelles ont changé depuis 2020? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais revenir sur deux choses contradictoires. Je ne peux pas une idée très précise à ce stade, mais c'est intéressant d'échanger avec la vision de la journaliste qui est ici présente. Ce que je disais tout à l'heure, de remarques, des très fortes intensités médiatiques sur le streaming, de manière beaucoup différente depuis 3 ans, depuis même 5 ans. Dans les 10 premières années, la première décennie de l'humour, il y a eu énormément de structurations fortes, impactantes, mais surtout avec une très forte visibilité médiatique et avec une polémique autour de ça. On parle du retail qui va pas très souvent, mais il y avait aussi ça. Et il y avait un cas emblématique qui était Vivarté, qui était ce groupe qui avait constitué une quinzaine de marques de réseaux de franchise, dont on parle d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, personne n'a réussi à la redresser, comme Camille, Sonoma, André, des chaussures André. Ce groupe, avant le Covid, a mal nécessité une structuration forte et des fermetures de magasins, des cessions de parties d'entreprise. Donc, on parlait de milliers d'emplois qui non seulement étaient menacés, mais qui ont fini par être détruits. Et ça, c'est arrivé, le climax de cette restructuration, c'était la campagne présidentielle de 2017. Donc, dans les campagnes électorales, on sait qu'il y a une sensibilité plus forte des médias aux questions sociales et aux questions d'emploi, et donc les restructurations font toujours les choix de la presse à ce moment-là. Eh bien, la candidate lutte ouvrière s'est emparée du sujet, il y a un candidat de Mélenchon qui s'est emparé du sujet, puis en fait, ça n'avait pas vraiment. Si vous regardez 15 ans, Danone, Michelin, Goodyear, Amiens, pendant des mois et des mois, on a entendu parler de ça, c'était la une,
des JT à l'époque, je pense qu'il y avait pas de JT, c'est pour ça que ça fait une des médiatiques maintenant, c'est que les gens ne regardent plus. Enfin, ça passe beaucoup plus vite. Donc, il y a ce phénomène qui était évident, qui est aujourd'hui moins, et je ne suis pas sûr qu'on revienne à quelque chose de plus évident. Et à côté de ça, c'est-à-dire en même temps, en même temps, ce que je disais sur le financement par l'État de tous les problèmes et les maux qui existent et qui apparaissent dans les environnements économiques dans lesquels on vit, habitue effectivement les gens à être subventionnés quand ils en ont besoin. Et donc le jour où ça n'arrivera plus, parce que pour fermer le robinet, je ne sais pas si on en va, mais le jour où on n'y arrivera plus, effectivement, on risque d'avoir dans les prochaines années, pour les raisons industrielles, pas forcément liées au Covid, pas forcément liées au PGE, des sites industriels ou des emplois qui sont détruits massivement. Et donc, comment vont réagir là l'opinion publique si on les a habitués à ce que l'État vienne aider, vienne subventionner et vienne sauver finalement les emplois. On a sauvé les emplois pendant le Covid, on a sauvé le pouvoir d'achat au moment de la crise du début de la guerre en Ukraine, de l'invasion par la Russie. Pourquoi on ne viendrait pas sauver le site industriel Carpentruche à Poitiers, où il y a 300 emplois industriels et à Poitiers, dans le bassin de Poitiers, c'est quand même très important. Pourquoi on ne le fait pas? Donc oui, je pense que cette attitude peut attiser la sensibilité de l'opinion publique et à la fois la peut exister et je trouve qu'elle va décrécher. Je peux dire quand même. Moi, je vais rejoindre Arnaud sur un point, sur les emplois. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours eu une médiatisation très importante sur des dossiers où beaucoup d'emplois étaient concernés, à la fois sur des marques très connues du grand public et beaucoup d'emplois. Ce que je vois, moi, d'assez nouveau par rapport au traitement qu'on pouvait faire au Figaro, par exemple, depuis quelques années, c'est vraiment, par exemple, c'est bête, mais je trouve que c'est assez révélateur dans les titrailles des papiers qu'on va faire. Avant, on n'utilisait pas le mot défaillance, parce que défaillance, les gens ne savaient pas ce que c'était. À la place, on disait, on va mettre faillite, parce que faillite, les gens savent ce que c'est. Et ça a énormément changé. Aujourd'hui, on ne mettrait pas faillite, parce que ce n'est pas exactement ça. Défaillance et faillite, ce sont deux choses qui ne sont pas exactement pareilles. Donc, il y a ça. Il y a une meilleure compréhension des Français, des enjeux économiques plus globalement, parce que là, je rejoins Arnaud également, les enjeux économiques ont été les dossiers dont on a entendu le plus parler pendant la campagne présidentielle. Après, bon, tous les débats sur l'insécurité, etc., mais il y a eu quand même un gros moment d'économie. Les économistes sont devenus des figures aussi importantes que des politiques ou des communicants en plateau de télévision, et ça veut quand même dire quelque chose. Donc, je pense qu'il y a une acculturation plus importante de la part des Français sur ces sujets économiques. Ensuite, deuxième point, là où avant, nous, on allait vraiment faire un zoom sur une entreprise qui va mal, qui est en défaillance, aujourd'hui, on va faire un article à chaque fois que vous avez les chiffres globaux sortis des tribunaux des défaillances, ce qu'on n'allait pas faire forcément avant. Et là, l'idée, c'est de se dire, en pleine crise économique, il faut des radars, il faut des curseurs. Et en fait, ce chiffre de défaillance, c'est celui qui incarne, si, aux yeux des gens en tout cas, si oui ou non, l'économie va bien. Les écoles Figaro, toutes les 2 semaines, il y a un article. Non, mais aux yeux des gens, c'est ça. Et moi, ce que je peux regretter, par exemple, c'est que là, ces dernières semaines, on a vu, effectivement, il y a une explosion des défenses, mais par rapport à une base qui était très faible. Et en fait, vous avez toute la presse qui dit explosion des défenses, etc. Alors, ce n'est pas forcément très mauvais. Donc ça, le mot, ces chiffres font pleinement partie maintenant, je pense, du paysage à la fois de la presse économique, mais même, j'étendrai un peu plus le sujet en disant qu'il y a des journaux comme Le Parisien et d'autres journaux qui ne s'intéressaient pas forcément sur ces sujets microéconomiques très précis qui aujourd'hui le font. Ensuite, moi, ce que j'ai ressenti en tant que journaliste économique, c'est la volonté des professionnels du restructuring, et notamment les mandataires, les mandataires, à peut-être prendre un petit peu plus la parole sur ces sujets. Moi, à titre personnel, vu que je couvre ces sujets, j'ai été contactée sur des réseaux sociaux comme LinkedIn par des gens qui exerçaient en Provence pour me dire bonjour madame, voilà, il faut mettre ces dossiers en avant, il faut mettre surtout les procédures préventives en avant. Et je pense, en discutant depuis quelques années avec ces professionnels, qu'il y a une vraie volonté de changer l'image de la profession et le branding qui peut être fait
notamment pour que ces procédures fassent un petit peu moins peur peut-être aux entreprises et qu'elles osent plus y aller. Donc il y a ça. Ensuite, au niveau oui, pour le cas des mandataires, ça c'est aussi pour servir les intérêts de leurs clients lors de la procédure, d'avoir recours, solliciter le média pour quand même exercer une sorte d'influence. Alors, même au moment des entreprises, etc., il y a quand même un jeu qui se fait qui est important. Il y a ça, vous avez tout à fait raison, j'allais l'évoquer. Nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on est contacté par des cabinets de conseil, des boîtes de communication, où en fait, maintenant, ils représentent des mandataires. Moi, je l'ai vu sur pas mal des essais que j'ai fait, où ils représentent des mandataires judiciaires. Et là, l'idée, c'est vraiment voilà, d'essayer de communiquer un storytelling par rapport à un dossier, ce qui honnêtement ne se faisait pas forcément avant. Là, à titre personnel, j'évoque des gros dossiers que j'ai traités qui étaient assez médiatiques. Donc, je ne sais pas si c'est le cas en Provence ou sur des plus petits dossiers. Mais en tout cas, il y a à la fois, à mon sens, une volonté de ces professionnels de se mettre un petit peu plus en avant et par ailleurs d'avoir une maîtrise plus importante sur les dossiers. Moi, ce que j'ai ressenti, il y a 1 ou 2 dossiers que j'ai fait récemment, voilà, sur lesquels… Alors, peut-être, dans tout ça, est-ce que les réseaux sociaux, pour les salariés, est-ce que ça permet aux salariés de se mobiliser, d'alerter, notamment on a vu certains dossiers, notamment à l'été 2020, où des femmes et hommes politiques commentaient les procédures de restructuration en cours sur Twitter, ce qui avait pour effet souvent de créer une mobilisation. Est-ce que vous n'êtes pas aussi concurrencé, entre guillemets, ou est-ce que la règle des jeux médiatiques et réputationnels a changé avec les réseaux sociaux? Ça, je ne sais pas, parce que comme disait Arnaud, à l'époque, on parlait surtout sur les dossiers vraiment industriels, qui étaient des dossiers pour les politiques qui étaient implantées dans ces territoires. Je pense que cette instrumentalisation, entre guillemets, elle a toujours existé. Et comme disait Arnaud, il y a des années, on a été face à de très gros dossiers industriels qui représentaient énormément d'emplois et qui étaient très importants sur la vie même d'un territoire. Aujourd'hui, ça va peut-être plus se passer sur les réseaux sociaux, mais à mon sens, en tout cas moi, dans mon activité, je ne ressens pas forcément ce changement important avec les réseaux sociaux. Peut-être Martinez, peut-être sur comment vous voyez les médias et notamment ce qui est intéressant, c'est vous qui appelez discrètement le. Non, moi je sinon, c'est ça. Non. Pour moi, évidemment, c'est pas. Alors, je comprends. Je cherche une information qui soit la plus juste possible. C'est sûr que si tu ne vas pas à la source, c'est compliqué d'avoir une information. Donc, non, il y a évidemment dans des gros dossiers, mais encore une fois, le problème, c'est que c'est là qu'à chaque fois, le gros dossier, évidemment, tout le monde, voilà, PA, alors, enfin bref, Pierre et vacances. C'est pas ça, la France. C'est pas ça. C'est pas ça. Le mec, il y a 50 personnes, 200 personnes, 400 personnes, et donc tout le monde se fout. Non, c'est pas méchant. Mais du coup, il n'y a pas d'enjeu de communication là-dessus. Donc, en tant que média. Exactement. Donc, je veux dire que là, évidemment, maintenant, il y a dans les grosses boîtes, il y a une volonté de communiquer, c'est-à-dire se présenter comme étant peut-être en moins mauvaise santé qu'on ne l'est, ou en tout cas d'expliquer le pourquoi on en est arrivé là. C'est normal, hein. Donc, avec les moyens. Les moyens, tu n'as pas les moyens. C'est tout pareil, hein. C'est pas la même histoire. Donc, c'est vrai qu'il y a. Non, les grosses boîtes sont accompagnées de boîtes de communication de crise. Ça permet de faire passer des messages, d'avoir des encarts dans les journaux. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est ça qui fait finalement l'économie? Non, mais ça permet de rassurer peut-être l'environnement général de ces entreprises. C'est fait pour ça. Voilà, donc on est là-dedans. On n'en entend pas plus parler qu'avant. Je suis d'accord avec vous, on est les grandes masses, les gens sont. Alors là, on se fout. Alors, quand on a un cas particulier où à la fois on a une défaillance dans un secteur qui est sinistré avec un dirigeant indélicat, là, on va en faire. Là, on est parti pour quelques mois dans ce que vous nous avez lu, etc. Donc,
Oui. Mais à la fin de la journée, Il faut lui pittoresque. oui, parce qu'à la fin de la journée, quand vous êtes en face des gens qui perdent leur emploi, malheureusement, c'est ce quotidien, et qui perdent leur emploi, et quand on leur dit est-ce qu'ils vont être jugés, c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet. Occupez-vous de vous, et puis le reste, c'est dans un autre temps. Et La copodeur, peut-être vous, aux clients, qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là? La communication, on va dire de manière générale, c'est un sujet pour. C'est un sujet qui est déjà encadré. Hein. Aussi avec le. Ah oui, enfin, alors, disons que, oui, alors il y a la confidentialité sur toutes les. Disons que c'est un sujet qui est important parce que c'est un impact sur l'environnement commercial. Bon. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a tant recours à ces procédures AMAP qu'on évoquait tout à l'heure, mandat ad hoc conciliation, parce que le grand principe cardinal de ces procédures, c'est effectivement celui de la confidentialité, ce qui permet de négocier les dettes sans on va dire, trop abîmer le crédit fournisseur. Voilà. Bon. Mais à part ça, si on est dans la gestion du processus, il peut y avoir des aspects communication pour, à tous les stades, y compris en procédure collective. Par exemple, on peut aussi avoir besoin de gérer l'ouverture d'une procédure. Par exemple, une sauvegarde pré-PAC. Voilà. Admettons qu'on veut restructurer la dette rapidement pour précisément faire en sorte d'abîmer le moins possible le fonds de commerce. Et bien là, il y a un enjeu de communication important, d'expliquer qu'on rentre dans une procédure, certes, qui est une procédure collective, parce que c'est une procédure sauvegarde, donc une procédure publique, etc. Mais, on va expliquer, c'est une procédure technique, parce qu'on sait déjà comment on va en sortir. Et on va sortir in bonis, simplement en ayant restructuré la dette, en ayant renforcé les fonds propres, et tout le monde va être gagnant. Donc là, il y a des enjeux de communication qui sont effectivement importants. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bêtises non plus qui soient dites le cas échéant dans la presse. Hein. Je sais que ce n'est pas la faute des journalistes, mais parfois, on lit des choses qui sont inexactes. Et donc, il faut aussi un peu contrôler ça pour ne pas avoir d'effets pervers sur la société. Bah oui, je veux dire, quand absolument tous les secteurs se mettent à la communication, mais pour moi, je trouve ça quand même intéressant qu'un milieu aussi technique, où on parle de dossiers qui sont concernants pour les gens, puisse avoir une relation avec les journalistes pour, comme tu le disais, effectivement, c'est des enjeux complexes. Parmi les journalistes économiques, il y en a qui ont fait des études d'économie, il y en a d'autres pas du tout. Donc, je pense qu'il faut dire la vérité. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, franchement. Ce lien qui se fait de plus en plus entre les deux, dans les limites du raisonnable, bien sûr. Après, pour compléter ce que tu disais, en tant que média, je crois que c'est sur le mandat ad hoc où si on en parle en tant que presse, on peut se faire attaquer. Il y a eu des précédents. Donc, nous aussi, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir l'information, mais dans les limites du raisonnable. Voilà, après, moi, je trouve ça assez positif. Et encore une fois, sur les procédures de prévention, je trouve ça vraiment très important d'enlever ce côté très opaque et qui peut faire un petit peu peur aux yeux des dirigeants en disant mince, moi je l'ai vu en parlant avec des PME en disant mince, franchir la porte du tribunal, c'est la fin pour moi, alors que au contraire, peut-être que si les entreprises la franchissent un peu en amont, ça évitera derrière qu'il y ait des problèmes plus importants. D'accord. Merci à vous quatre. Alors peut-être avant de se rafraîchir, si vous avez quelques questions à poser à nos experts du restructuring, oui là-bas. Deux questions. La première, sur revenir à ce que en France, c'est qu'on a beaucoup de parce que le rôle de l'État, c'est pas justement d'assurer c'est le rôle que nous sommes. La deuxième question, c'est par rapport au dossier de l'enseignement. En référence au titre, insistons à la fin de la question pour du coup démarrer sur une parenthèse. C'est-à-dire, on a vu énormément de dossiers liés à la parenthèse. Là, depuis 2 semaines, en tout cas, on voit qu'il y a énormément de PME, de pays. On passe à une question de salarial.
Alors, c'est vrai qu'on s'occupe finalement, nous, à notre niveau, des entreprises qui sont tournées vers la France. Et qui sont tournées vers l'extérieur, comme les débouchés, etc. En fait, on les voit très peu. C'est pour ça que je pense que ce qu'il dit est tout à fait juste, parce que les boîtes d'une certaine taille qui vivent dans le monde mondialisé, avec beaucoup moins de difficultés que les boîtes qui sont, parce que c'est leur secteur d'activité, parce qu'il faut bien s'occuper de nous. On commence, enfin, c'est pas qu'on commence, c'est-à-dire que le phénomène inflationniste, Ukraine, etc., oui, commence à avoir sur toute notre tissu de petites boîtes, des boîtes dans le bâtiment, des boîtes dans les chantiers, dans la voirie, etc. Ce sont des secteurs où la matière première est hyper importante, où là, c'est le double effet. C'est-à-dire que les mecs, ils ont non seulement le PGE, parce qu'ils se sont pris le truc, donc ça n'a déjà pas remboursé, et maintenant, c'est avec la capacité des grands donneurs d'ordre à accepter de répercuter cette hausse, c'est-à-dire de prendre en charge la hausse. Sinon, ils vont crever. C'est pas possible. Donc ça, on commence à voir. C'est un peu tôt pour dire ce que ça va donner, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on commence vraiment à voir maintenant, mais c'est sûr qu'on va avoir ce sujet. Si les boîtes arrivent à répercuter aux grands donneurs d'ordre, on passera là aussi, on surfera sur cette période inflationniste. Si ce n'est pas le cas, là, on va avoir un problème. Mais je pense que là aussi, il va y avoir un jeu nécessairement entre les grands donneurs d'ordre et leurs sous-traitants. Il va forcément y avoir à un moment donné un équilibre. Alors, on le voit dans l'agro, parce que tout de suite, ça fait, évidemment, on parle de l'assiette, c'est quand même super important pour nous tous. Donc là, on entend parler, les Galim, etc., tout ça, tu sais. Mais je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de négo non plus dans ces grands secteurs d'activité, que sont ce qui est AU, tout ces machins, tout ce qui est BTP, où il y a forcément, il va y avoir un arbitrage entre lâcher du lest sur les prix qui sont pratiqués par les sous-traitants. Sinon, ils s'en sortiront. J'ai oublié votre première question. Sur justement la nécessité ou pas de lâcher toutes les entreprises qui doivent mourir. Parce que. Mais l'État ne soutient pas ces entreprises-là, monsieur. Oubliez ça. L'État ne soutient pas les boîtes qui ne les intéressent pas. Donc, il faut arrêter ça. Mais oui. Les cavaliers ne sont pas soutenus. Non. Donc, non. C'est par secteur, c'est par opportunité politique, c'est parce que c'est des enjeux de place. C'est pas autre chose. On ne finance pas pour financer. Ce qu'on en pense, et quand il faut que tu passes à la caisse au bon moment, parce qu'il y a un intérêt, c'est pas. Et c'est pas. Alors, je vous explique que ce n'est pas un problème de montant. C'est un problème de principe. Que la intermédiaire des constitutionnels agissent pour aider dans les négociations, ou c'est juste le petit avec le donneur d'ordre? Alors, je pense que non. Si. Il y a aujourd'hui, compte tenu que c'est un phénomène globalisé dans ces secteurs d'activité, alors on les entendait plus. C'est vrai que par branche, ils essayent de s'organiser pour peser. Oui. Et ça répond à une médiatique. C'est-à-dire que les fédérations professionnelles vont aller le secteur du bâtiment, ils vont aller voir Bouygues et Vinci en leur disant vous ne pouvez pas laisser mourir les sous-traitants parce que c'est vous qui, médiatiquement, allez en payer le coût sur votre réputation. Donc, évidemment, il y a des jeux. Oui, j'avais bien compris les grands ordres. Mais évidemment, comme l'automobile l'a fait avec les sous-traitants, ils les ont serrés, puis après, une fois que les types étaient à moitié morts, ils ont. Et vous qui avez réalisé des profits records aussi l'an passé, donc médiatiquement, c'est encore plus compliqué de dire que vous n'aidez pas à accéder les commissaires. Organiser un peu les échanges au sein d'une filière. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, à notre niveau, on n'est pas du tout. J'ai déjà utilisé une fois, en fait, mais je pense que ça peut être utile aussi pour les relations, et c'est effectivement société, fournisseurs, voilà,
Je pense que ça. Enfin, moi, en l'occurrence, ça avait été utile parce qu'ils avaient été efficaces. Hein. C'était. Ce que je trouve bien avec ce mécanisme, c'est que, en fait, c'est imposer un peu comme dans la doc, une conciliation d'ailleurs, c'est qu'on va imposer en fait une médiation sans demander son avis à la partie en face parce qu'on contacte la médiation de l'entreprise, on explique la situation et c'est elle qui va prendre l'initiative d'aller contacter le gros. Enfin, c'est souvent ça, c'est le petit contre le gros. Pour dire, bon voilà, avec quand même la casquette, oui, bon, je suis Bercy, voilà, bon, on va quand même, par politesse, écouter ce qu'il a à dire, et puis ça peut être efficace quand même. Pas mal. Ça a eu plus le vent en poupe que ça ne l'est aujourd'hui. On entend moins parler de la médiation de crédit, ça c'est terminé. Ça, c'est un peu ça a marché à un moment, puis ça c'est un peu. Après, il y a toute la médiation, des sous-traitants, etc. Bon, moi, je les vois assez peu. Alors, ce que je propose, c'est qu'on continue peut-être de poser vos questions à nos intervenants tout en nous dirigeant vers la partie, parce qu'après, on a des apparitions à 21h. Ah, oui, d'accord. En tout cas, merci. Ça, c'est le malheur. Oui, alors vous en êtes. C'est les chefs, c'est les rois, c'est les faiseurs de rois. Ils vous donnent des clients. Bah non, parce que déjà, les mecs sont déjà pas bien. Alors, déjà, ils en ont plus l'assurance crédit, vous voyez. Ils ont déjà plus l'assurance crédit, les gars. Oui, oui. Oui, ça marche. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est Arnaud.